Salut, c'est Charlotte Munich. Je reviens pour vous lire le chapitre 2 de Soldats de plomb. Bienvenue dans mon bureau. Il n'y a pas la place de faire trop grand chose. Donc voilà. J'espère que ça ira quand même. C'est parti. Donc le chapitre 2, c'est le point de vue de Marcus. Un vent glacial s'engouffre dans la rue Beaubourg. Il fait un froid à pierre fendre cette nuit et je sais de quoi je parle. Il est presque 2 heures du matin. Les artères sont désertes et personne ne traîne dehors par ce temps. Nous sommes encore au cœur du solstice et tous les habitants se replient derrière leurs portes closes et ils ont raison. Patrouiller cette nuit est loin d'être un plaisir, c'est en revanche une absolue nécessité. Les humains ont un bon instinct de survie dans l'ensemble. Ils restent à distance des gens comme nous, ils ne cherchent pas la communication, à part quelques individus anormalement téméraires. Je songe au comportement étrange de notre voisine de palier, plus tôt dans la soirée, et fronce à nouveau les sourcils. C'est Furio qui mène la marche comme toujours. Son costume de croque-mort et sa cravate noire battent dans le vent. En traversant la rue, il tourne la tête de manière presque imperceptible vers le sud, et Falk réagit lui aussi, comme si on lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Mais qu'il mettait un point d'honneur à ne rien laisser paraître. La dame est là-bas, toute proche. On n'aperçoit d'ici que le bout de ses tours, mais c'est suffisant pour la sentir. Nous ne parlons jamais du mystérieux pouvoir d'attraction qu'elle exerce sur nous. Nous allons rarement plus près et toujours avec circonspection. Je chasse de mon esprit le souvenir des silhouettes pétrifiées, tandis que Falk se lance dans le récit d'une soirée qu'il a passée avec des dryades la semaine dernière quand il était en congé. Une réaction typique de Falk pour détendre l'ambiance, ou plus vraisemblablement pour scier les nerfs de tous ceux qui l'écoutent. Je ne prête pas vraiment attention à son histoire, et je sais que Furio déteste ce genre de bavardage. Quand Furio patrouille, il patrouille, soldat modèle comme il est. Rien ne saurait entamer sa concentration. Ce n'est pas mon cas. Moi, je pense à l'atmosphère derrière les volets clos, à tous ces honnêtes gens qui regardent la télé ou cuisent des petits gâteaux à la cannelle. Cette rêverie explique la lenteur de ma réaction lorsque Furio, qui marchait à 30 mètres devant nous, s'arrête aux aguets. Une silhouette menue se hâte sur le trottoir qui longe le centre Pompidou. Je n'aime pas cette portion de la rue Beaubourg contre le flanc du musée, sous les longs boyaux tubulaires. Il fait toujours sombre et on n'y voit rien derrière ces grilles métalliques. D'ailleurs, les humains l'évitent en général, lui préférant l'enfilade de places piétonnes plus animées de l'autre côté du bâtiment, quitte à faire un détour. Quelle idée, murmure Furio. Elle devrait être au chaud à l'intérieur. Les femmes parisiennes ne se laissent pas enfermer, commande Falk, qui se figure qu'il connaît quelque chose à la femme parisienne, et Dieu sait qu'il en côtoie suffisamment pour se croire fondé à établir des statistiques. Qu'elle soit farouchement indépendante ou juste tête brûlée, elle traîne dehors à une heure où elle pourrait tomber sur nos concitoyens les moins recommandables et créer tout un tas de problèmes administratifs. Nous rattrapons rapidement la piétonne et j'aperçois à présent la forme sous son manteau, le petit bonnet qui dépasse dans l'encolure. Libéré ou pas, il fait bien trop froid pour promener un enfant aussi jeune, juge Furio. Mais de nos jours, il les emballe dans des couches et des couches de textiles matelassés. Parfois même, ils ont des oreilles de nounours ou de petits lapins qui les font ressembler à des minuscules animaux de la forêt. Et les nourrissons sont portés peau contre peau, sur le sein chaud de leur mère ou même sur celui de leur père, et ils n'ont jamais froid. Non que je sache vraiment de quoi je parle. Toujours est-il que nous emboîtons le pas à la mère et aux petits, en accord inconscient parfait sur la conduite à tenir. Accompagner les innocents jusqu'au pas de leur porte, sans nous faire remarquer, et ramener au poste tous ceux qui menacent de rompre l'harmonie fragile de la ville. Je m'efface dans l'ombre, et je règle ma foulée sur celle de mes frères, tout en observant à distance la silhouette féminine qui se presse. Je laisse un sentiment de paix familier m'envahir. Il fait toujours aussi froid, la nuit est toujours aussi sinistre, mais une sérénité d'un autre monde descend sur moi et m'enveloppe. Je ne sais pas si mes frères éprouvent le même sentiment. Nous ne parlons guère de ces choses-là. La femme ne nous a pas vus ni sentis. Elle marche d'un pas vif tout en câlinant son bébé. Elle baisse le nez et le hume à travers son bonnet. Elle écarte brièvement le pan de son manteau et dégage la tête de l'enfant endormi, comme pour lui faire un petit baiser sur le front. Mais au lieu de l'embrasser,
Elle lèche la petite joue d'un coup furtif d'une langue longue et sombre, une fois, deux fois, avant d'enfouir à nouveau le minuscule paquet bien emballé dans les épaisseurs de son manteau d'hiver, avec un profond soupir d'aise et un sourire d'anticipation rêveuse. Et tout à coup, je percute. Cette femme n'est pas en train de câliner son enfant, elle s'apprête à le manger. Furio a vu la même chose que moi. Je ne sais pas ce qu'a vu Falk, il était probablement en train d'évaluer les courbes de la femme sous son manteau, de la femme qui, sans nul doute, n'est pas une femme. Je pose ma main sur l'avant-bras de mon petit frère et je chuchote. Strige. J'ai parlé dans un souffle, mais c'était déjà trop fort. La créature m'a entendu. Un cri sinistre retentit dans la nuit, un cri d'oiseau à l'agonie. Le hurlement de l'enfant lui répond et je me jette dans l'action. Le Strige s'est mis à courir et dépasse l'entrée déserte de la BPI en direction de la bouche de métro de la station Rambuteau. Je sais que si nous le laissons atteindre les souterrains, nous ne l'arrêterons jamais à temps pour sauver le môme. Falk accélère lui aussi. C'est le plus rapide de nous trois, mais c'est aussi le plus brutal dans ses attaques, et j'ai soudain peur pour l'enfant. Le code n'a jamais dit qu'il fallait protéger les humains. Le code spécifie qu'il faut ratiboiser ceux qui violent les lois de la ville lumière, compromettant ainsi notre sécurité à tous. Il est très clair sur ce point. Notre rôle est essentiellement punitif, et les humains sont au mieux des appâts. Ce Strige enfreint plusieurs de nos lois. Il n'a absolument pas le droit de chasser ici. La sécurité de l'enfant, cependant, ne sera pas une priorité pour mes supérieurs, et probablement pas non plus pour mes frères. L'enfant n'est qu'un humain, sa survie n'est pas de notre ressort. Notre rôle est de maintenir le secret complet sur l'existence de la ville lumière, ses activités, les êtres qui la composent. Falk n'est pas assez rapide pour le Strige, déjà presque arrivé au métro. Nous ne sommes pas au maximum de notre efficacité dans les couloirs du métro. Je veux déployer mes ailes pour cueillir la créature avant qu'elle ne disparaisse. Furio me connaît trop bien. Il m'attrape par le bras en pleine course et désigne au loin un taxi esselé qui descend la rue et vient de redémarrer au feu. Il roule droit vers nous. Je me dégage. Je sais que je ne dois pas me dévoiler devant des humains, mais je ne veux pas non plus laisser ce Strige filer avec un nourrisson. Je n'ai pas le temps de rentrer dans un grand débat avec Furio. Alors, en dépit du taxi qui arrive en sens inverse, dans une grande explosion, je saccage mon dos et mon costume neuf. Falk pousse un énorme juron quand je le dépasse, et Furio tente à nouveau de m'arrêter d'un tacle brutal, mais il échoue, car même s'il est rapide, il n'est pas de taille à se mesurer à ma forme ailée. Le taxi m'a vu, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Dans un grand crissement de pneus, il freine, mais se paye quand même le trottoir. Et moi, pour la première fois depuis un moment, je vole. Dans cette configuration, le Strige ne peut pas faire grand-chose pour se protéger. En une seconde, mes griffes percent la muscle de ses épaules et crochettent la créature sous les clavicules. Elle s'arrête dans sa course avec un cri de douleur et un soubresaut violent, tente de se libérer en brisant ses propres os, mais sans y parvenir. Je ne pense qu'à une chose, l'enfant. Je plante mes crocs dans la gorge du Strige et l'arrache d'un coup sec. Un goût ignoble, un goût de charogne envahit ma bouche, et je recrache os, cartilage, muscles et tendons dans le caniveau avec dégoût. La créature n'en mourra pas, mais elle sera calmée pour un moment. Le temps pour moi d'étendre son corps sur le trottoir, pour essayer de dégager du porte-bébé le môme qui hurle à plein poumon, terrifié. En un instant, le petit bonnet de nounours en peluche blanche s'est trempé d'un sang noir et épais, nauséabond, un écho du goût innommable qui me pollue la gueule. Le Strige déjà lutte faiblement, mais je le retiens encore par une épaule, et je me sers de cette prise pour le tirer à moi dans l'ombre du musée, loin de la bouche de métro. J'ai allongé le Strige au sol, et je n'ai pas encore tout à fait réussi à libérer l'enfant, quand une voix d'homme retentit derrière moi. « Hé, vous là-bas! Qu'est-ce que vous faites ?» C'est le chauffeur de taxi. Encore un humain anormalement téméraire, un véritable humain cette fois. Courageux et stupide, au point de risquer sa vie pour un Strige. Sauf qu'évidemment, avec ses yeux mal entraînés, le taxi ne voit pas un Strige qui se fait appréhender par un justicier, mais sans doute plutôt une femme en train de subir une agression à 2 pas de la bouche de métro. Il a sorti son téléphone et compose un numéro à 2 chiffres, tout en reculant sagement. À moitié soulagé qu'il reste des gens bien à Paris, capables d'une action suicide pour sauver une dame, je me dépêche d'extirper le môme de son écharpe de portage / sac à viande, tout en fronçant le nez. L'odeur de Strige est insoutenable. « T'as raison de hurler, dis-je au gamin.
en le prenant dans mes bras avec précaution pour ne pas le blesser à travers sa combinaison pilote avec mes griffes acérées qui ne se sont pas encore rétractées. Je comprends même pas comment t'as pu t'endormir contre une saloperie pareille. Furio me prend le gosse des mains, comme si j'allais lui faire du mal. Falk s'occupe du strige. Autour de la gorge arrachée, il noue rapidement un ruban d'argent. Le strige a repris conscience et tente de planter ses crocs dans le bras de mon frère. Falk l'esquive en riant et en profite pour lui faire avaler une pierre. Le strige se débat comme un beau diable et j'entends déjà les sirènes qui approchent. Je crie à Falk « Grouille-toi !» Je suis fâché, frustré, parce que Furio m'a arraché le môme des mains, parce que Falk s'est accaparé le monstre que j'ai arrêté, et que moi j'en suis réduit à me tenir là, les bras ballants, les ailes à demi déployées, le dos en sang, avec le vent qui s'engouffre dans les lambeaux de mon costard neuf. Enfin, Falk ferme la bouche du strige sur la pierre, avec un autre ruban d'argent, et lui dit en souriant « Ferme ta gueule, t'es en garde à vue, t'auras pas d'avocat. » Les yeux du strige s'enflamment, mais pétrifié, il ne peut plus rien faire. Je propose. Je vais m'en charger. Je crois pas, non, dit froidement Furio. Falk, tu m'apportes le colis au conseil ? Falk hoche la tête et se charge le strige sur les épaules comme s'il ne pesait rien, puis en quelques pas disparaît sans bruit au coin du centre Pompidou. Je retiens un grondement parce que le strige ira sur son tableau de chasse et que moi je vais me prendre un blâme. Mais pour le moment, l'urgence c'est de filer d'ici.